Coucou, et bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos. Et donc cette fois, je vais lire Le Soleil et l'Étoile, une aventure de Nico Di Angelo. Elle a été coécrite, apparemment, comme je l'ai découvert il y a quelques minutes, donc coécrite par Rick Riordan et un certain Mark Oshiro. Retrouvez l'univers de Percy Jackson. Et oui, voilà, donc c'est une histoire dans l'univers de Percy Jackson. Encore une. Il faut savoir qu'il en a fait pas mal, hein, le livre. Il a écrit quoi? Donc après la pentologie, c'est comme ça qu'on dit, les 5 tomes de Percy Jackson, il a sorti une autre série intitulée Les Héros de l'Olympe, en je sais plus combien de tomes, peut-être 5 aussi, à peu près, hein, à une vache près. Et ensuite, il a aussi sorti Les Travaux d'Apollon. J'ai un tome là, Les Travaux d'Apollon, le tome 2. Donc j'ai lu toutes ces séries, toutes ces séries dans l'univers de Percy Jackson. J'ai aussi un petit peu lu les autres séries qu'il a sorties, celle sur les dieux égyptiens. J'avais commencé à la lire, j'en ai lu un tome, et je l'ai pas fini. Pas parce que c'était nul, hein, c'est juste que la vie m'a interrompu. Je suis partie faire d'autres trucs, et puis il faut encore que je reprenne, quoi. Voilà. Et j'ai aussi lu la série qu'il a faite sur les dieux nordiques, comme Magnus Chase. Et donc, cette fois-ci, je vais partir à la découverte de Le Soleil et l'Étoile, The Sun and the Star, son titre original, ou alors, si vous voulez le titre allemand, c'est simplement Nico et Will. Et cette fois, on suit les aventures de Nico Di Angelo. Donc, c'est un personnage secondaire récurrent dans l'univers de Percy Jackson qui débarque dans la première série, en fait, dans le tome 3 de la première série. Donc, c'est un personnage assez cool, sympathique. Je sais pas si sympathique c'est le mot, mais en tout cas, c'est un personnage assez cool et très apprécié des fans, comme peuvent en témoigner la chier de fanart qui existe sur ce personnage. C'est un personnage qui suscite l'engouement, et je suis aussi très engouée, n'est-ce pas, de lire cette histoire d'ailleurs, parce que c'est aussi un personnage que j'aime bien. Un petit peu le vilain petit canard de l'univers de Percy Jackson. Donc c'est un enfant d'Hadès, qu'ils ont pas très bonne réputation, ils sont pas très appréciés, et du coup tout au long de la série, on voit bien qu'il a du mal à trouver sa place au milieu des autres héros. Il est un petit peu solitaire, c'est aussi un peu cet électron libre, quoi. Il va, il vient, il est quand même toujours un petit peu en train de faire ses trucs à lui dans son coin, quoi. Donc, bien qu'il a toujours eu un rôle assez important dans les histoires d'ailleurs, parce qu'on le voit vraiment dans les 3, donc dans Percy Jackson, Les Héros de l'Olympe, dans Les Travaux d'Apollon aussi, il est là. Il est jamais vraiment au centre de l'histoire. Même dans Les Héros de l'Olympe, où cette fois-ci on suit 7 héros, donc la prophétie qui est au cœur de l'histoire, elle concerne 7 héros en tout, et Nico n'en fait pas partie. Il y a quand même une partie de l'histoire qui est racontée de son point de vue, donc il y a quelques chapitres qui sont racontés de son point de vue, ce qui est sympathique. C'est un petit peu le héros de l'ombre. Je pense que c'est un personnage qui méritait d'avoir son histoire à lui, que ces choses faites. Donc on va voir ce que ça donne. J'espère que je vais pas être déçue. J'ai quelques inquiétudes, je dois dire. Parce que c'est vrai que quand on a lu un Rick Riordan, on les a tous lus un petit peu. Non, je n'irai pas jusque-là, mais c'est vrai qu'il y a une recette qui est un peu toujours la même. C'est sûrement dû au fait que le principe est toujours le même et que toutes ces histoires se passent dans le même univers, quoi. Donc on peut s'en lasser. Bon, moi, heureusement, je suis quelqu'un qui ne se lasse pas facilement et qui aime relire la même chose encore et encore. Donc ça me dérange pas tant que ça. Après, ce que j'ai pu trouver dérangeant dans certaines des histoires que j'ai pu lire, des histoires précédentes, parfois ça va être trop attendu, en particulier la fin. Ça m'a particulièrement frappé quand j'ai lu Magnus Chase. La fin, c'est un petit peu vrai aussi pour ces autres séries, mais a tendance à être un petit peu expédiée dans le sens où il y a de l'action et tout, mais on te promet qu'il va y avoir une grande bataille, que le héros va faire face à tel méchant, ils vont s'affronter, et tu t'attends à ce que le héros gagne, voilà quoi, mais tu t'attends aussi à ce qu'il y ait un rebondissement, quoi, comment dire, que tout ne se passe pas selon le plan, voilà, c'est ça que je veux dire. Sauf que, c'était particulièrement d'ailleurs le cas dans la série Magnus Chase, c'est que tout se passe vraiment selon le plan, quoi. Les fins parfois manquent un petit peu d'inattendu. Ça n'empêche pas qu'en général, j'ai globalement assez, voire beaucoup apprécié les histoires de Rick Riordan. Donc, dans tous les cas, je pense que je passerai un bon moment de lecture. Après, je sais pas jusqu'à quel point je vais être hypée ou pas. Je vais pas être un petit peu déçue. Si la fin est trop facile ou quoi, ça risque de me... Je ne sais pas si ça va tenir toutes ses promesses. On va voir. On va déjà commencer par lire le résumé. The Sun and the Star, Nico Di Angelo Adventure. And I will speak in French because I am obliged to do that for my country.
Oh, il y a une petite carte. C'est mignon. Voyage. Voyage, voyage. Et ça nous spoil, ça. La maison des Troggs. Appartement de Sally Jackson. C'est rigolo. Ah, mais ça continue en plus. Le jardin de Perséphone. Le combat avec le dracon. Je suis en train de me spoiler. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Résumé de l'histoire. Après des années d'apprentissage et de combat à la colonie des Sans-Mélis, Nico et Will n'aspirent qu'à se reposer, profiter l'un de l'autre et s'amuser. Cependant, Nico a conscience qu'il n'en a pas le droit. Pas encore. Car le soir, lorsqu'il s'endort, de terribles cauchemars le hantent. Mais ce n'est pas le pire. Le pire, c'est cette voix qui le supplie de lui venir en aide du tréfonds des enfers. Il est un peu passif-agressif, Will. On découvre des facettes. Du coup, Will, fils d'Apollon, donc le petit copain de Nico, c'est un gars très gentil, très posé, très solaire. Il est patient. Mais on découvre quand même des facettes quand il dit à Nico d'aller parler de ses rêves à Monsieur D, donc à Dionysos, parce que c'est aussi le dieu des... Comment il dit ça? Des états de conscience modifiés. Parce qu'il boit trop de pinard, quoi. Bref. Et il lui dit, Ça me tente pas trop, ce type ne peut pas t'adresser 3 phrases sans se moquer de toi, t'insulter, ou les deux à la fois. exactement comme toi, en fait. Avec Torquay Will, avec un grand sourire. C'est un peu passif-agressif, ça, non? Il essaye de lui dire un truc. Cette voix ne pouvait être que celle de Bob le Titan. C'est qui, Bob le Titan? Attends, je me souviens plus. Ah oui, c'est vrai, ça me dit quelque chose. C'est un titan qui s'appelait Japet, que Percy avait balancé dans le fleuve l'été, le fleuve des enfers, qui efface la mémoire. Du coup, le titan avait perdu la mémoire et Percy l'avait rebaptisé Bob. Il lui avait persuadé qu'ils étaient amis. Ah, donc Bob, il était parti, je m'en souvenais pas de ça. Quand Percy et Annabeth étaient tombés dans le tartare, Bob avait senti qu'ils étaient en danger et avait plongé dans le gouffre à son tour pour leur porter secours. Puis du coup, il en est pas revenu, on sait pas ce qui lui est arrivé. Donc voilà, Nico pense que c'est peut-être Bob qui l'appelle à l'aide. Depuis le tartare. Il est tourmenté par des rêves assez perchés. Ah, c'est parti pour une prophétie! Ça faisait longtemps! Il est bourré, Dionysos. Je ne veux pas qu'il arrive quoi que ce soit à Nico, chien. On l'a jamais connu si impliqué. Ce qui arrive aux enfants de la colonie, donc. Apparemment, ses rêves lui crient qu'il faut qu'il écoute. Moi, je pense qu'il faut qu'il écoute son cœur. Ils vont voir Percy! Salut les gars. Alors dit la mère de Percy. Les gars, c'est sa crise de la quarantaine. Qu'est-ce qui lui arrive? Putain, Percy est entré à la fac. Oh là là, la fac. C'est un grand bonhomme. Faudrait que je relise franchement les héros de l'Olympe parce qu'il y a plein de trucs dont je me souviens pas. Apparemment, Bob avait un chat qui s'appelait T-Bob. Un chat breton. Bob et T-Bob étaient inséparables. S'il y a un chat, il faut le sauver, hein. Il n'y a plus à discuter, il faut y aller. On sent des tensions entre Will et Nico. Will qui n'arrête pas de dire plein de mauvaises choses sur les enfers. Parce que Nico le prend un peu personnellement. C'est un peu son territoire à lui, son chez lui, son deuxième chez lui. Il est pas très content quand il dit que les enfers c'est un gouffre sombre, effrayant de mort, de tristesse, de malheur. C'est reparti pour des cauchemars. Beaucoup de cauchemars depuis le début. Hein. Will lance des rayons laser avec son plexus maintenant. Le dispositif bisounours. Purée. Qui discute des morts, les enfers. Nico lui dit: Comme je te le disais, la plupart se retrouvent dans les champs d'Asphodèle. Ils se baigneront dans le fleuve l'été, oublieront leurs souvenirs de mortels et erreront à jamais aux enfers. C'est dérangeant comme pensée, non? Pas vraiment, dit Nico. Pour la plupart, ils ont traversé la vie de la même manière, c'est leur choix. C'est hyper triste. Mais Nico aime les choses tristes. C'est la bonté de la tristesse, de la mélancolie. Pardon, je m'éparpille. Ils ont trouvé les troglodytes. Ceux qui ne savent pas, les troglodytes sont un homme qui mesure 1m20 et qui a tout l'air de descendre de la grenouille. Leurs visages sont larges, pourvus de bouche sans lèvres, de nez quasiment plat et d'yeux saillants, comme ceux d'un amphibien. Quant à leur couleur de peau, elle est d'une incroyable variété, ce que les garçons percevaient même dans la pénombre de la grotte. Des verts, des bleus, des bruns. L'un des Troggs, vêtu comme un prof d'aérobic des années 1980, arborait une peau si scintillante qu'elle semblait couverte de topaz. C'est mignon. Kringbling, le nom d'un Trogg. Par le sombre Hadès. What? Qu'est-ce que c'est que cette expression? Moi, de la tome de savoir. Ça sert à quoi, demanda le fils d'Apollon. Ça se mange! Espèce d'américain! Mais c'est pas du fromage, c'est un chapeau. Ah, c'est un chapeau en forme de tome. Des fois, il se passe des choses bizarres dans les dialogues. Il y a un mélange de tons étranges. La plupart du temps, ils parlent en mode... ils parlent un peu comme des ados, mais il y a quand même des moments bizarres. Du reste, dans de nombreuses civilisations humaines... What? Apparemment, ils sentent le changeon. Nico et Will. Apparemment, Nico a deviné qui lui a envoyé ces affreux cauchemars et pourquoi Bob l'appelle. Évidemment, c'est la fin du chapitre. A few moments later. Ce serait Nyx. Je
sais plus si on la voit dans des ennuis. Ah, Nyx n'est pas une simple déesse, c'est une protogote. Une quoi? C'est une divinité primordiale, née avant les dieux de l'Olympe et même avant les titans. Ce sont les piliers de notre existence. Ajoute à Arg Vibes. Donc apparemment Nyx elle serait encore pire que Gaïa. En fait Nyx est pire, je le crains. Ça y est, il a 40 ans là Nico. Certes, il a plus. Je sais pas combien il est censé avoir, techniquement. Et quand même, c'est la mère des chiens des enfers. Et des démons. On est là. Il nous a fait une ellipse, qu'on était en train de discuter avec les troglodytes, parler de Nyx, et puis là, on a Nico qui marche vers le Tartare, tout seul. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un souvenir? Qu'il a dit qu'il allait raconter ce qui lui était arrivé dans le Tartare. C'est peut-être un flashback. J'ai des flashbacks. Ah oui, d'accord. Oui, c'est bien un flashback. Donc c'est quand il est allé dans le Tartare pour refermer les portes de la mort, c'est ça. Et faire obstacle à Gaïa. Donc dans les aventures précédentes. Il se fait attaquer par une chimère avec un corps de chèvre. Une créature qui flottait au-dessus de lui ressemblait en effet étrangement à sa grand-mère, telle qu'il s'en souvenait dans la Venise des années 1930. Ses cheveux coiffés étaient d'un gris métallique, sa poitrine ample engoncée dans une robe en imprimé floral et un chandail tricoté à la main. Ils ont toujours le swag, les monstres. C'est la mère des monstres. Echidna ou Echidna, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se prononce. Et Basilic, c'est censé avoir des bois de serre sur la tête. J'apprends des choses. Oh, la rencontre Némésis. Némésis, déesse de la vengeance. Et il y a des pustules dans le Tartare. Yes. On distinguait clairement dessous un liquide jaune-vert d'aspect répugnant, palpitant autour de la forme sombre qui flottait. Sur ce Nico comme une horreur fatale. Mais comment résister? Du tranchant de son épée, il perça le furoncle chèvre. Parce que j'aurais fait pareil. Et Nico a fini de raconter sa rencontre avec Nyx. Les enfants de Nyx portent un nom assez marrant. On les appelle les cacodémons. Les cacodémons. Apparemment, Nyx serait obsédée par la pureté. Elle aime pas les nuances. Ok, donc ils se disent qu'apparemment Nyx, elle aimerait pas vraiment que les gens échappent à leur nature, décident de se débarrasser de leur obscurité. En tout cas, les gens qui sont nés... sont destinés pour les ténèbres, quoi. Et donc ils disent que c'est peut-être pour ça qu'elle en a eu après Bob, parce que Bob était un titan, mais il a décidé de changer. Enfin, il a changé après avoir perdu ses souvenirs dans le fleuve l'été. Donc apparemment, ça a possiblement ennuyé Nyx. Mais moi, je pense en réalité qu'elle l'utilise juste pour attirer Nico. Elle a surtout l'air d'en avoir après Nico. C'est un peu... Ah bah c'est bien, ils se disent la même chose. T'as Will qui lui dit « Si Nyx, si en tant que ça, t'as pardon, tu n'as qu'à lui en donner un petit bout. » C'est peut-être une bonne idée, non? C'est peut-être ce vers quoi se dirige le truc, parce que dans la prophétie, il y a le dernier vers qui dit « Là-bas, laisse un bien qui t'est tout aussi cher. Sa souffrance, sa part d'ombre, de garçon torturé. Il est temps d'être heureux, Nico. » Il y a la tension derrière. Il parle des âmes qui se perdent, qui arrivent même pas à franchir les barrières d'Eroberos, là, le domaine d'Hadès. Ça devient des fantômes qui errent, blablabla. Toutes ces âmes perdues, ça ne te fait rien. Je vois pas pourquoi ça me ferait quelque chose. C'est la vie, tu sais. Ou plutôt, c'est la mort. Et c'est comme ça que ça se passe aux enfers. Et donc, dans ma seconde maison. Et Will, je veux dire, là, tu devrais peut-être comprendre l'allusion quand lui, il est là. Moi, je serais incapable de vivre ici, se plaignit Will en personne. Gros, tu peux pas lui dire ça après qu'ils disent que c'est sa seconde maison. Mais il capte les signes un peu quand même. Oh boy. Du coup, il raconte ça. Il y a des espèces de flashs, des scènes qui se passent dans le futur. On sait pas trop quelle est la situation, mais Nico et Will sont mal en point et il y a une nymphe qui les retient et qui veut qu'il leur raconte des épisodes de leur vie, bref. Et donc Nico revient sur le moment où il a demandé à Will de sortir avec lui, donc ce qui est pas une scène qu'on a vue dans les bouquins parce que ça s'est passé, je crois, entre deux séries peut-être, ou alors j'ai perdu la mémoire, mais il me semble pas, j'ai aucun souvenir de cette scène. Du coup il raconte comment ça s'est passé et apparemment il avait demandé aux satyres et aux nymphes de lui préparer un petit pique-nique. Il prévoyait d'emmener Will pour un petit date pour lui demander de sortir avec lui, quoi, lui avouer qu'il était gay et qu'il avait des sentiments pour lui. Et sauf que les nymphes et les satyres, ils ont pas du tout compris le délire et eux, ils ont organisé genre vraiment une grosse fête où ils ont décoré tout le réfectoire de la colonie avec plein de guirlandes, où ils ont mis des paniers à pique-nique pour tout le monde et ils sont arrivés en mettant Nicolas et dire ah bah il a quelque chose à dire à tout le monde. Et ouais, le gars il s'est lavé la fiche. Du coup il est en train de devoir faire sa déclaration et son coming out devant tout le monde sous les guirlandes avec une couronne de houx sur la tête. Je pense que je me serais chié dessus, mais genre littéralement, et je serais partie en courant. J'aurais pas pu à sa place. Chapeau le gars. J'aurais disparu de la surface de la Terre, hein. Je me serais fondu dans le sol. Heureusement que Will était aussi intéressé, parce que sinon le râteau devant tout le monde aurait retour du Minotaure. Apparemment, le Minotaure cultive des trucs aux enfers. Normal. Ah, ce n'est pas le Minotaure. Bon, fausse alerte. Donc l'homme taureau qui s'appelle Menoetes. Bon, il est pas si gentil que ça, le taureau. L'homme taureau. Il menace de les balancer à Hadès.
Le salaud. Parce qu'ils ont pas le droit normalement d'aller au Tartare. C'est divagation bi. Il y a Will qui est un peu ébahi par la bonté de Perséphone. Du coup, le taureau, là, il leur a dit qu'il les balancerait pas et qu'il les laisserait traverser la ferme, mais s'il lui a ramené quelque chose du jardin de Perséphone, qu'il se rende au jardin. Évidemment, Perséphone est là. Et Will est ébahi par sa beauté. Et Nico lui rappelle que c'est sa belle-mère. Attention, Perséphone les a découverts. Bon, ça va, elle est gentille, Perséphone. Elle lui fait juste une petite conversation de belle-mère à petit copain de son beau-fils. Puis elle le laisse repartir avec la grenade. Mais elle lui a dit plein de belles choses. Elle lui a ouvert les yeux sur sa propre obscurité. Il n'y a pas de partie, mais je vais m'arrêter là, je pense, parce que sinon la vidéo risque d'être trop longue. Donc je vais couper en deux. Donc là, je suis à peu près à 50%. 50% du bouquin. Donc pourquoi pas, hein. Pourquoi pas s'arrêter et faire un petit bilan. Donc le début, je vais dire sur le début déjà, juste, j'ai trouvé que le début était quand même un peu lent à démarrer. Il y avait beaucoup de cauchemars. C'est la prémisse de l'histoire, quoi. Nico est hanté par plein de cauchemars et c'est ce qui démarre toute sa quête. Donc certes, mais il y a quand même eu un moment où j'ai eu l'impression que c'était utilisé comme aussi un moyen de nous faire un récapitulatif de la vie de Nico D'Angelo, quoi, parce que les cauchemars n'en finissaient plus. Je comprends pourquoi ils se sont dit que ça pourrait être bien de faire ça. Alors, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de temps qui sépare les séries et on garde pas tout en tête, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de se souvenir de tout, déjà? Non, je crois pas. Et c'était long. Enfin, moi, ça m'a donné un petit sentiment de longueur, en tout cas, quand je lisais. Voilà. Après, on peut dire que ça, pour le coup, on se sent prisonnier du cauchemar, ouais. Le début démarre assez lentement. Pas l'habitude de ça, hein, dans un Percy Jackson. Un petit sentiment de mollesse dans le début. Je devais juste critiquer quelque chose pour la première partie de cette histoire, ce serait ça. Voilà. Beaucoup de cauchemars et je pense que c'était pas utile de nous remontrer toute la vie de Nico en cauchemar. C'était long. Voilà. Tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Enfin, j'ai d'autres trucs à dire mais je vais les garder pour plus tard. Alors, c'est peut-être moi aussi qui a mal, interprété ce que devait être l'histoire, ou qui me suis fait des attentes, je sais pas pourquoi. Mais donc là, on est à 50% du bouquin et ils sont toujours pas dans le Tartare, quoi. Pour l'instant, ils sont encore que aux enfers. Je sais pas pourquoi j'avais imaginé que l'histoire allait se passer au Tartare, donc que la majorité de l'histoire serait au Tartare. C'est peut-être aussi ce qui contribue à ce sentiment de lenteur que j'ai, parce que 50% du bouquin, ils y sont toujours pas. Du coup, moi, ça me donne l'impression que l'histoire traîne avant de démarrer, parce que dans ma tête, elle démarrait au moment où il entrerait dans le Tartare. Mais en fait, traverser une partie des enfers pour aller jusqu'au Tartare, ça peut déjà en soi être compliqué. Je sais pas pourquoi je me suis imaginé que ça allait être bien en 2 secondes. Peut-être parce que, vu que Nico, c'est fils d'Hadès, je conçois pas forcément que pour lui, les enfers, ce soit un terrain dangereux ou vraiment qui pose problème, quoi. Pour moi, il va, il vient comme il veut là-bas, donc c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Donc c'est peut-être ma faute si j'ai l'impression que ça met du temps à démarrer. C'est peut-être juste moi qui me suis fait une fausse idée de ce qu'allait être l'histoire. Voilà, par ça, pas grand chose à dire. Donc je vais continuer la lecture et puis on va voir ce que ça donne. À bientôt pour une prochaine vidéo.